sur ces deux France qui se font face, vous l'avez dit vous-même, la France des gagnants de la mondialisation et celle des victimes de l'étranglement économique, comme disait Charles Péguy. Deux visions de l'avenir, ouverture au monde ou fermeture des frontières, incarnées précisément par Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On retrouvera dans un instant Alain de Benoît, Frédéric Worms et Valérie Vigounet, après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Pas une minute à perdre. Marine Le Pen était la première ce matin sur le terrain, sur un marché du Pas-de-Calais. Je suis la seule à tracter, là, ou quoi? Incroyable! Dans son QG parisien, Emmanuel Macron a lui peaufiné son plan d'attaque d'entre-deux tours. Non, pas gagné. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, un duel entre deux candidats, deux projets qui incarnent deux France différentes. Deux France qui semblent avoir choisi leur camp. Les résultats d'hier dans les régions françaises métropolitaines laissent apparaître un pays comme coupé en deux. Schématiquement, le second tour opposera dans les urnes la France qui considère que la mondialisation est une chance et celle qui en souffre et la dénonce. Cette élection présidentielle, c'est un référendum contre la mondialisation sauvage. Ouverture au monde et à l'Europe ou fermeture? Libéralisme ou nationalisme? Identité ou multiculturalisme? Ces questions tendent désormais à remplacer le traditionnel clivage gauche-droite. Sur fond de désarroi et d'échec des grands partis qui ont structuré la vie politique française ces 60 dernières années. Les Républicains et le Parti socialiste sont réduits au rôle de force d'appoint. Le 7 mai, nous voterons pour Emmanuel Macron, comme nous l'avions fait pour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Entre front républicain et indécision, comment les réserves de voix vont-elles se reporter? Le populisme menace-t-il la démocratie? Alors, Frédéric Worms, bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'École normale supérieure. Votre livre « Les maladies chroniques de la démocratie », on le voit derrière moi, est paru le 22 février dernier aux éditions Desclés de Brouvert. Et selon vous, Frédéric Worms, le débat entre la gauche et la droite n'est pas périmé, loin de là. Disons qu'il est juste provisoirement suspendu. À côté de vous, Valérie Vigounet, bonsoir. Vous êtes historienne. Vous êtes historienne notamment de l'extrême droite et du Front National, spécialiste de l'extrême droite. Vous avez fait paraître avec un photographe qui s'appelle Vincent Jarousseau un roman photo, mais tout est vrai, c'est un document enquête, l'illusion nationale, 2 ans d'enquête dans les villes FN aux éditions Les Arènes. Vous considérez qu'on assiste à l'accélération de la dédiabolisation du FN, mise en œuvre depuis des années. Marine Le Pen a répondu aux attentes électorales populaires, car d'autres n'y répondaient plus. Et à côté de vous, Alain de Benoît, bonsoir, vous êtes écrivain et philosophe. Ce que penser veut dire est paru le 19 avril dernier, la semaine dernière, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, c'est ça. Et selon vous, Alain de Benoît, ce scrutin est révélateur du schéma populiste dont la montée se fait au détriment de la classe politique classique. Le clivage gauche-droite horizontal a cédé la place à un clivage vertical, ceux du haut, les fameuses élites entre guillemets, et ceux du bas qui se sentent relégués. On démarre avec une question d'un de nos spectateurs, Nadia. Oui, une nouvelle question que voici. Le FN est passé de 4,6 millions de suffrages en 2002 à plus de 7 millions hier. Cette progression est-elle inexorable? Valérie Vigounet, est-ce que ça a du sens de comparer la situation de Jean-Marie Le Pen en 2002 à celle de sa fille aujourd'hui? Oui, ça a du sens sur un aspect, c'est cette accession au second tour, point. Après, le contexte est différent, évidemment. Et on va dire que Jean-Marie Le Pen, c'était presque un accident de l'histoire, une surprise. Tandis que Marine Le Pen, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que tout le monde s'y attendait. C'est ça qui est très révélateur. Elle est donc passée à ce second tour avec 21% des voix, ce qui n'est pas rien. Et c'est vrai que c'est assez, d'ailleurs, étonnant pour moi et pour d'autres personnes, évidemment, qu'on accueille ce second tour presque aussi banalement, parce que c'est un score historique pour le Front National pour une élection présidentielle. On est même paradoxalement soulagé puisqu'elle n'a pas viré en tête, comme on dit dans les compétitions. Alors, elle n'est que deuxième alors qu'on l'attendait en tête depuis des années, depuis des mois. Certains se disent soulagés. Après, pour nous, observateurs du Front National, c'est ce que je soulignais à l'instant, c'est-à-dire cette élection, c'est l'élection phare. Et c'est vrai que 21%, plus de 21%, ce n'est pas rien, surtout un second tour face à Emmanuel Macron. Alors, une considération sur les bascules générationnelles, avec votre chiffre, 39. 39 Ouais. 39 comme
l'âge de l'homme qui n'est pas encore capitaine, il ne le sera pas, mais enfin bon, il est favori. Emmanuel Macron n'aura 40 ans qu'en décembre prochain. Marine Le Pen, elle n'a pas encore 50 ans. 49 ans. Oui, pas encore Précisément, 50 ans. c'est ça. Donc, question pour vous, Frédéric Worms, est-ce que c'est un artefact, l'âge des prétendants, ou est-ce qu'une démocratie un peu peut se revivifier à travers la jeunesse, je mets des guillemets, de ses représentants? Je pense que le renouvellement, le rajeunissement n'est pas une valeur en soi. Ça dépend de son contenu, évidemment. Il y a des choses nouvelles très bonnes. Le pire aussi peut être nouveau. Il y a aussi de la création dans le pire, dans le danger. On vit aujourd'hui des dangers nouveaux. Et je pense que face à ces dangers nouveaux, il faut des réponses nouvelles. Et je crois que ce désir de jeunesse, c'est quand même le signe qu'on a besoin d'un vrai renouvellement pour lutter contre ces dangers nouveaux. Pas pour les aggraver, pas pour répéter les solutions anciennes. En réalité, le pire se répète toujours. Les solutions dangereuses sont un peu toujours les mêmes. On se replie sur des solutions. Et donc, moi, je crois que le vrai renouvellement, il est dans le contenu. Il n'est pas seulement dans l'âge, mais l'âge est un indice d'un des dangers. La crispation qui s'est faite ces dernières années, la fermeture d'un certain horizon, y compris dans le système politique. Et là, oui, il y a peut-être une ouverture réelle. Alain de Benoît, vous êtes, on peut le dire, un baby-boomer, quasiment. Pardon ? Vous êtes un baby-boomer, comme on dit. Oui, quelque chose comme ça, sans doute. Est-ce que vous souscrivez à l'analyse de Frédéric Worms sur jouvence n'est pas nécessairement renouvellement? Le problème de génération ne me paraît pas ce qu'il y a de fondamental. Vous savez, la mode, c'est ce qui se démode, l'actualité, c'est ce qu'on oublie. Et puis, il y a les tendances lourdes. C'est ce qu'on dit quand on est plus jeune. Hein, oui, sans doute, oui. Dans l'élection qu'on a connue hier, où est la tendance lourde? Quel est le fait dominant qui fait cette élection un événement quasiment historique? À mon avis, ce n'est ni le phénomène Macron, ni l'accession de Marine Le Pen au second tour. C'est l'effondrement brutal des deux principaux partis dits de gouvernement qui ont gouverné en alternance presque sans interruption depuis un demi-siècle la France. Ces partis, il ne faut pas l'oublier, à eux deux, faisaient 45, 50, même 55%. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Hamon, 6%, Fillon, 19%, 25%. C'est-à-dire qu'à eux deux, ces deux partis ne représentent plus que 25% des suffrages, ce qui est, à mon avis, parfaitement conforme au schéma populiste. Car le rôle historique du populisme, c'est de dégager, comme dirait Mélenchon, l'ancienne classe dirigeante. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Autriche. Ça arrive en France à une vitesse formidable. Et c'est ça vraiment l'événement, parce que nous avons deux partis qui se retrouvent à l'état de champ de ruines, avec tout ce que ça implique, et un effondrement, une décomposition du paysage politique et un effondrement de la Ve République telle que nous l'avons connue jusqu'ici. Et comme en écho à ce que vous dites, Alain de Benoît, on va entendre un homme qui s'est rêvé il y a longtemps président de la République, qui est un responsable du Parti républicain, Jean-François Copé, actant le désastre. C'était un combat réputé imperdable pour la droite, et ça se termine en fiasco lamentable, puisqu'aujourd'hui, la droite est en train de vivre son 21 avril. La droite a été balayée, comme d'ailleurs le Parti socialiste, et il va falloir en tirer toutes les leçons. Parce qu'inutile de vous dire que c'est un moment historique. Frédéric Worms, est-ce que cet événement historique, l'humiliation de Benoît Hamon, la catastrophe Fillon pour la droite, signifie que la droite et la gauche, comme structure clivante, c'est quelque chose de dépassé? Non, moi je nuancerais beaucoup ce diagnostic. Je pense que ce qui a été en effet une source de blocage et qui a été dépassé en un certain sens par cette élection, ce sont des crispations d'appareils, en effet des structures, des moyens, des techniques. Et de fait, le débat du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen nous place devant un débat qui n'est pas celui du débat classique politique entre la droite et la gauche, plutôt entre l'ouverture et la clôture, un débat entre la démocratie et ses dangers intérieurs. Mais moi, ce qui m'a frappé dans cette campagne, c'est que malgré tout ça, malgré les dangers extérieurs, malgré les crises, malgré le terrorisme, malgré aussi les affaires personnelles, les questions traditionnelles sont revenues. J'ai assisté à un retour des questions, les questions sociales, les questions économiques. C'est d'ailleurs une des forces de François Fillon, d'avoir résisté à des tas de choses. Moi, je ne suis pas spécialement en faveur de son programme, mais en réalité, je lui sais gré d'être passé justement assez brutalement dans la primaire des thèmes d'identité aux thèmes sociaux, économiques et politiques.
Et au fond, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, ce sont aussi des mouvements d'une gauche assez traditionnelle. La question sociale est revenue. Vos correspondants et amis étrangers parlaient du désert français, des questions. En réalité, je crois que cette campagne, avec cette suspension du second tour qui nous remet dans un autre contexte, a quand même remis les vraies questions pour moi, c'est-à-dire les questions sociales, comment est-ce que nos interdépendances, nos solidarités se sont distendues, comment les reconstituer au niveau national, mais aussi européen et mondial. Donc moi, je pense qu'il y a eu en effet des appareils qui se sont bloqués, mais que les questions traditionnelles ne sont pas périmées et que sur ces questions sociales, il y a encore un débat gauche-droite. Il est juste derrière la porte, 20 et 19%, juste derrière. Il va revenir. Non, vous n'êtes pas d'accord, Alain Benoît? Non, pas tout à fait. À long terme, on ne sait pas. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le clivage gauche-droite est en train de s'effacer. D'abord, historiquement, il y a toujours eu des droites, des gauches. Le clivage a correspondu à des choses très différentes. Bon, ça, c'est une chose. Les gens ont de plus en plus de mal à distinguer gauche et droite, ne savent plus très bien ce que ça veut dire. Ils ont vu des gouvernements de droite faire une politique de gauche, des gouvernements de gauche faire une politique de droite. À mon sens, l'élément important, et c'est en relation avec la montée du populisme, c'est une modification de ce qu'on pourrait appeler la géométrie spatiale. C'est-à-dire ? Jusque-là, on avait un plan horizontal, très simple, droite, gauche, gauche, droite, avec le curseur qui se baladait dans un sens ou dans l'autre. C'est la verticalité ? Et c'est ces anciens partis qui disparaissent qui en étaient les vecteurs et l'incarnation. Aujourd'hui, on est avec un axe vertical, ceux d'en haut, ceux d'en bas. Le peuple, les élites, ou comme dirait encore Mélenchon, les gens contre les puissants. C'est ce qu'ont remarqué les correspondants que vous interviewez tout à l'heure, donc les deux France. La France qui vit pas trop mal, la France qui se sent abandonnée, victime d'une triple exclusion politique, sociale et culturelle, humiliée, rejetée, et qui ne croit même plus au progrès parce qu'elle constate que le progrès n'améliore plus son sort, mais le dessert. Oui, d'où clôture et ouverture. On va en parler dans un instant, mais d'abord, un portrait à charge, gentiment à charge du grand perdant d'hier soir, Monsieur 6%, le pauvre, Benoît Hamon, le frondeur frondé, Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que le PS est éliminé de la course à l'Élysée, son candidat en assume la responsabilité personnelle. Alors, faut-il assumer Benoît Hamon ? Benoît Hamon, grand brûlé du premier tour de la présidentielle, est vivant. Si en avril 2002, avec 16,2%, le fier Lionel Jospin avait fait seppuku avec 6,3%, pire score socialiste depuis 1969, battu jusque dans son fief de trappe, le vaillant Benoît a promis « Je ne déserterai jamais ». Je ne déserterai jamais. Nous, on peut pas en dire autant. Pourtant, son armée est ruinée politiquement, moralement et presque financièrement. À 450 000 voix près, il n'aurait pas été remboursé de ses frais de campagne. À ce PS qu'il a aimé sans infidélité depuis 1991, dont il a dirigé le mouvement des jeunes, il offre Alésia, Azincourt et Waterloo. Je ne déserterai jamais. Pourquoi tu crois qu'il veut nous offrir d'autres belles défaites ? L'ambitieux breton, fils d'ouvrier, était devenu bébé rocard prometteur, puis jeune ministre de la Consommation, puis fugace ministre de l'Éducation, puis déloyal frondeur, puis loyal tombeur de valse au petit matin des primaires, puis petit espoir et enfin grand désespoir du PS. Je ne déserterai jamais. Pense-y quand même, s'il te plaît. L'homme anti-providentiel était un gars simple. Pas de couve de Paris Match, pas de compte en Suisse, pas de libido ingérable, pas de costume cadeau, pas de société de conseil, pas d'assistant dévoyé, pas de cabale anti-média. Et à la fin, pas d'électeurs. La Providence, hélas, aime le spectacle. Merci Thibault Nolte. Claude ? Oui, voilà pour Benoît Hamon, l'homme qui rêvait de gauche. Valérie Gounet, question. Cette idée sur laquelle le débat maintenant poserait ceux d'en haut, ceux d'en bas, non plus la droite et la gauche, c'est au fond ce que dit le Front National depuis toujours, ni gauche ni droite français, vieux slogan. Est-ce qu'au fond cette campagne électorale et notre système politique a fini par ressembler au scénario éternel du Front National ou de l'extrême droite ?
Au scénario éternel, non. Ce ni droite ni gauche, il existe depuis 1995. Il est incarné par Samuel Maréchal, le père de Marion Maréchal Le Pen. De Marion Maréchal Le Pen. Et c'est là que vraiment que ça a pris. Ni gauche ni droite française, ça venait de bien avant. On est bien d'accord. Bon, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, c'est et de droite et de gauche. Attendez-moi, juste la question pour Valérie Gonnet. Est-ce que maintenant, nous pensons, analysons, votons, débattons comme le Front National nous le suggère? Avons-nous intégré ce logiciel? J'ai bien compris. Je pense que ce prisme, oui, est aujourd'hui valide. Oui, bien sûr qu'on analyse aussi par ça. Mais vous savez, il y a plein de choses à dire par rapport à ce et de droite et de gauche, qui n'est plus ni droite et de gauche. Ça, c'est Macron. Oui, et c'est Marine Le Pen aussi dernièrement. C'est le et de droite et de gauche, par rapport justement... Par rapport à l'électorat, par rapport aux et par rapport à ce qu'il pense le logiciel interne du Front National. Vous savez que Marion Maréchal Le Pen n'est pas tellement d'accord avec Marine Le Pen sur... elle est pour une alliance avec cette droite, comme elle l'appelle, hors les murs, vous voyez, et Marine Le Pen est sur profiter des décombres de la droite pour après s'allier avec elle. Donc il y a déjà un positionnement différent au centre du Front National. Alain de Benoît, le populisme traduit une demande démocratique. C'est ainsi que vous le qualifiez. Oui, je pense. D'abord, il faut dire une chose. Le populisme c'est assez explosif comme définition. Une idéologie. Il n'y a pas une idéologie populiste. Le populisme, c'est un style. La preuve, c'est qu'il y a des populistes de droite, de gauche. Vous disiez, le Front National oppose les élites, le peuple, etc. Mais les grands théoriciens du populisme de gauche, des gens comme Inigo et Herrera, des gens comme Christopher Lasch, comme Chantal Mouffe, comme Ernesto Laclau, disent exactement la même chose. Chantal Mouffe, inspiratrice supposée au réel de la campagne. Bien entendu, mais c'est très intéressant de voir que dans cette élection présidentielle, vous avez 3 candidats, Marine Le Pen, Macron et Mélenchon, qui malgré tout ce qui les séparait, Dieu sait s'il y en a qui les séparaient, ne faisaient plus du clivage droite-gauche l'alpha et l'oméga du jeu politique. Donc on est dans un autre modèle. Alors on peut dire c'est bien ou c'est pas bien, mais je veux dire il faut laisser tomber les discours moralisateurs des bulletins paroissiaux. Le problème n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Le problème est de savoir qu'est-ce que c'est et pourquoi ça se passe et vers quoi éventuellement, bien entendu, ça peut conduire. Ce clivage fermeture ouverture, Frédéric Worms, vous effectivement le reconnaissez comme valide? Je pense d'abord, pour revenir sur le populisme, qu'il y a en effet un diagnostic commun à tous les populismes. Et au fond, il est social, de nouveau. C'est-à-dire, il est dans l'idée que le pouvoir du peuple, qui définit la démocratie, s'est vu approprié par tel ou tel mécanisme de sélection des élites, de formation de distribution du pouvoir, par un petit groupe, quel qu'il soit, dû à la naissance ou dû à des clôtures sociales, justement, pour parler de clôture. Ou dû au mérite aussi, c'est la critique de l'ENA. Voilà, ce que racontaient les correspondants étrangers, c'est que les énarques ont honte d'être énarques aujourd'hui. C'est la critique de Rousseau du système de représentation. Le mérite en lui-même n'est jamais clos. Ce qui est clos, c'est les moyens d'y accéder, c'est les moyens de développer les mérites potentiels de chacun dans une société, justement, qui devrait les faire monter tous comme c'est possible et comme de la démocratie le veut depuis le XVIIIe siècle. Ce qui me frappe, c'est le moment où, de ce diagnostic critique, qui fait l'essence du populisme, en effet, positif, de ce que les théoriciens que vous avez cités, Ernesto Laclau en particulier, l'ex-mari de Chantal Mouffe, défendait, à un populisme négatif, qui de là passe subrepticement de l'idée qu'il faut critiquer une appropriation à l'idée qu'au nom du peuple, on peut tout faire. Et ça, c'est le danger d'un populisme qui ne reconnaît plus de failles intérieures, qui devient une autorisation globale, alors qu'en réalité, un peuple est justement toujours divisé, menacé par ses risques. Et la démocratie, c'est un régime d'autocritique. C'est pas seulement le pouvoir du peuple, c'est cette auto-limitation si, au nom du peuple, le peuple devient tyrannique à l'égard de lui-même. Les républiques populaires, on en a vu beaucoup. La différence, elle est aussi sur la malveillance et la bienveillance en fonction des uns et des autres? Oui, absolument, mais une bienveillance qui consiste aussi à critiquer les risques de malveillance, y compris en soi-même. Donc il faut en effet de la bienveillance pour encourager les forces positives, mais une critique, une bienveillance critique et une critique bienveillante. Frédéric Worms. Et ça n'est pas un jeu de mots, on voit très bien ceux qui ne se critiquent pas eux-mêmes. Revenons à la mondialisation, aux gagnants et aux perdants de la mondialisation. C'est une expression, je crois, qu'elle est de vous, Alain de Benoît. Vous dites le duel Macron-Le Pen, ce sera un référendum, ou ça l'est déjà, un référendum sur la mondialisation d'une certaine manière. Ça sera ressenti en tout cas comme cela, à tort ou à raison. Comment est-ce que Macron est perçu par les couches populaires? Il est perçu comme le candidat des marchés financiers, des banques, de l'argent roi, de l'ouverture sur n'importe quoi, des flux migratoires, de plus de mondialisation. C'est peut-être
caricatural, mais il est perçu comme cela. Donc, ce que vous disiez sur ce défaut de représentation, ce défaut de démocratie, bien sûr, les peuples peuvent devenir tyranniques, les oligarchies peuvent devenir tyranniques, les démocraties peuvent devenir tyranniques, tous les régimes peuvent évoluer. Et je dirais que lorsque sera venu le moment de faire un bilan du populisme, moment qui n'est pas encore venu, le bilan sera nécessairement très contrasté. Comment fait-on pour débattre en démocratie quand, version Macron, le débat oppose la bonne ouverture à la terrible fermeture, ou version Marine Le Pen, la terrible mondialisation face à l'authentique patriotisme? Comment, Valérie Gounet, fait-on, vous connaissez bien le français, pour débattre dans un cadre démocratique entre des élites sûres d'elles-mêmes et un populisme sûr de lui-même? C'est-à-dire que c'est justement l'essence même du discours de Marine Le Pen, c'est-à-dire c'est encore son programme de la présidentielle de rendre la parole au peuple, vous voyez, c'est pas un débat qu'elle propose, c'est-à-dire que... Est-ce que Macron débat plus qu'elle? Chez les macroniens aussi, on dit, en face c'est la fermeture, et nous sommes le grand large. Ça n'a pas plus de sens quand deux camps s'ignorent et se délégitimisent réciproquement. Écoutez, là, on va voir aussi ce qui va se produire, quoi. Moi, ce que je suis certaine sur un plan, c'est que, et je suis à côté de vous, quoi, ce peuple que Marine Le Pen... Qu'est-ce que ça veut dire, je suis à côté de vous, pardon mais... Non, parce qu'en fait, je pense... Non, excusez-moi, c'est parce que c'est vrai que vous êtes un des initiateurs de cette idée. Vous avez bien dit au Front National et à Marine Le Pen, en l'occurrence, que... rien dit à non, mais en tout cas, vous avez soumis une idée que ce Front National, en donnant cette parole au peuple, c'est comme ça qu'il pouvait aussi avoir une audience et une popularité. Je crois qu'il n'avait vraiment pas besoin de moi pour réaliser ça, vu que dans tous les pays du monde, ça se passe plus ou moins de cette manière. Alors, on est en train d'évoquer le débat rendu possible dans une démocratie. Comment est-ce rendu possible à l'ère de la post-vérité et des fake news, Nadia? Oui, parce qu'on est une nouvelle dimension dans les démocraties occidentales. Oui, on se rappelle de l'élection de Donald Trump. Oui, effectivement, parce que comme avant le Brexit et cette élection américaine, la campagne française a été polluée par ce qu'on appelle désormais donc des fake news sur fond de complotisme, parfois à l'initiative des candidats eux-mêmes, ça on l'a vu. Et ce qui est intéressant, c'est que les rumeurs les plus partagées, elles concernent l'immigration, les médias et la sécurité. Il y a par exemple cette intox selon laquelle Emmanuel Macron voudrait faire payer un loyer aux propriétaires de biens immobiliers qui s'est répandue absolument partout, qui a fait vraiment beaucoup de dégâts. Les gens y croyaient très fort. Celle selon laquelle sa campagne a été financée par l'Arabie Saoudite qui a navigué jusqu'à Marion Maréchal Le Pen qui s'est senti obligée en tout cas de réagir sur Twitter. Et puis on se rappelle tous de François Fillon en plein JT de 20h qui lâche cette phrase « On a annoncé le suicide de ma femme sur les chaînes de télé, ce qui n'est jamais arrivé ». Et puis il a récidivé jeudi dernier en affirmant sans sourciller que d'autres attentats avaient été commis en même temps que sur les Champs-Élysées. Il a persisté le lendemain contre toute évidence et malgré les démentis. Frédéric Worms, qu'est-ce que ça dit d'une démocratie quand le rapport comme ça à la vérité est aussi troublé, quand les faits sont finalement dérisoires? Vous voyez, moi je pense quand même qu'il y a un lien entre tous les sujets qu'on aborde, c'est effectivement la question de l'ouverture. L'ouverture, c'est une aspiration légitime à la liberté, à l'émancipation, et on oublie qu'en effet, il y a des chaînes qui nous retiennent, qui nous enferment. Mais il faut y lui donner un sens très précis, un sens rigoureux et un sens critique. Je donnerai 2 exemples. D'abord, l'ouverture... Rapidement, bien sûr. Oui, ça n'est pas l'ouverture comme on croit parfois, comme certaines idéologies le disent, l'ouverture tous azimuts, l'ouverture des frontières. Bien sûr, tout le monde sait que chaque pays, chaque individu peut-être comporte du clos et de l'ouvert. Donc il faut évidemment critiquer la clôture des autres, autant que la sienne propre. Jamais je ne dirais qu'un terroriste est quelqu'un d'ouvert. Il faut donc ouvrir, mais aussi contrôler et soutenir l'ouverture chez tout le monde, dans les pays qui, eux, votent aussi pour la clôture. Et puis, du côté de la vérité, l'ouverture est une condition fondamentale. Aujourd'hui, il y a un thème qui revient très fortement, y compris à travers une université qui est concrètement menacée en Hongrie et qui est le thème de la société ouverte. Alors, il vient d'un philosophe français du début du XXe siècle, Bergson, mais il a été repris après la guerre par un autre philosophe, un philosophe des sciences, Karl Popper, qui défendait l'idée de société ouverte contre ses ennemis. Qu'est-ce que c'est que la société ouverte? C'est la condition de la science. Et la science a besoin de la confrontation des arguments, de la recherche de la vérité. Les savants, si vous les empêchez de parler, si vous empêchez le débat public, mais si vous ne lui donnez pas des critères de vérité, des critères de réfutation. Popper disait la science, c'est le réfutable, ce que je peux réfuter. Il faut donc des espaces de discussion où on admet le réfutable. Et donc,
la fake news, c'est la perversion de cette ouverture, c'est l'empêchement du débat critique. Et aujourd'hui, la société ouverte, les universités, le savoir, rien n'est plus important. Défendons aussi la société ouverte et ses universités comme à Budapest, par exemple. Merci Frédéric Worms. Pardon d'être un peu long, mais c'est très important. Juste un peu. Nadia, débat en direct sur Facebook Live et Twitter. Question de spectateurs. Oui, la dernière question du débat. Oui, les Turcs ont choisi démocratiquement de renoncer à la démocratie. Est-ce que ça peut arriver en France, Frédéric Worms? Malheureusement... Toujours Frédéric Worms. Non, mais tout le monde va prendre la parole. Je pense que l'ambivalence, c'est ce qu'on disait, le peuple en lui-même peut être plein de dangers. Nous avons besoin donc non seulement de l'ouverture comme mot d'ordre, mais des institutions qui préservent ces dérives. Et donc la démocratie, ce sont des institutions des contre-pouvoirs. Dans tel ou tel pays, sont-elles assez puissantes? Je n'en sais rien. En Turquie, est-ce qu'il n'y a pas une dérive non seulement des individus, mais des institutions? Aux États-Unis, qu'est-ce qui résiste? Les peuples, mais aussi les petits juges, les petits journalistes ou les grands et scientifiques. Alain de Benoît. C'est un vieux débat. Conclusion. Est-ce qu'on est toujours en démocratie si on abolit démocratiquement la démocratie? Moi, je crois que non. Je crois qu'une démocratie qui abolit démocratiquement la démocratie, elle se nie elle-même. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Dans